Bonjour, aujourd'hui c'est le 9 novembre 2022. C'est une journée importante, pas vraiment pour la journée comme telle, mais c'est parce que demain, on aura le CPI américain, c'est-à-dire l'indice des prix à la consommation, et qui est un peu la base pour savoir si M. Powell va continuer à augmenter les taux d'intérêt ou s'il ralentit un peu. Pas sûr, on ne sait pas trop qu'est-ce que ce monsieur a dans la tête, je crois. Mais finalement, le CPI, si demain est plus bas que qu'est-ce que c'était auparavant, le mois précédent, 8,2 le mois précédent, donc s'il est plus bas que ça voudrait dire que la hausse des taux d'intérêt faite jusqu'à présent par M. Powell devrait ralentir l'économie. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Je ne sais pas, c'est difficile à dire et avoir une relation aussi nette et claire de dire voir que l'inflation tombe parce que les taux d'intérêt montent. Ce n'est pas aussi immédiat comme presser l'accélérateur ou le frein, là. L'effet n'est pas immédiat. Ça se fait à distance avec le temps. Donc, on ne sait pas trop, mais ça reste que tout le monde le suit. Et j'imagine que si demain le taux de chômage, le taux d'inflation est ralenti, finalement est plus bas que le précédent, ça devrait être bon pour le marché boursier. Le marché boursier, en réalité, depuis quelques mois, il ne fait rien. C'est-à-dire, on a eu une baisse importante, disons, dans la période précédente, la baisse, on l'a eu, mais après la baisse, depuis le mois de juin, plus ou moins, les prix sont toujours les mêmes. Si vous regardez le graphique du SPY, qui est le soleil de l'Amérique du Nord, comme nous on appelle dans nos lettres financières, si vous notez où il est actuellement comme prix, finalement, il n'est pas loin de ce que c'était au mois de juin. Donc, finalement, depuis le mois de juin, on n'a rien perdu vraiment, ni non plus gagné vraiment, mais quand même, le marché semble fatigué ou encore escompter le fait que les taux d'intérêt, finalement, ils augmentent, mais au fur et qu'ils augmentent, ils deviennent relativement moins importants que la première augmentation qu'on a eue quand les taux d'intérêt étaient, mettons, 0,25. Voilà, une fois dit tout ça, c'est quoi la capsule d'aujourd'hui? La capsule d'aujourd'hui est purement culturelle en termes d'économie. Et c'est la courbe c'est marqué au tableau, c'est deux courbes, la courbe Phillips et la courbe Beveridge, pardon. Donc la courbe Phillips, c'est quoi? Ben, vous la trouvez souvent, si vous allez sur Internet, vous trouvez la courbe Phillips et tout ça. D'accord? C'est qui ce Phillips? Phillips, c'est un économiste de la Nouvelle-Zélande qui finalement a travaillé à Londres comme enseignant. Et puis, il a fait une étude c'est-à-dire, notez, à l'époque, il n'y avait pas, quand il étudiait ça, finalement, il a fait une publication en 1958. En 1958, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait rien. Vous savez, la grosse nouveauté de 1958, moi j'étais là, c'était le Spoutnik soviétique. C'est-à-dire, pour la première fois, ça a été un choc, 1958, d'avoir un satellite qui tournait autour de la Terre et qui faisait bip, bip, bip. Et c'était le Spoutnik. Ça, c'était la grosse nouveauté. À de là, les Américains se sont dit, nous, dans 10 ans, on veut aller sur la Lune, puis des choses comme ça. Mais c'était 1958, mais 1958, il y avait la radio. C'est tout ce qu'on avait, finalement, au bout de la ligne. Et la télévision commençait. Elle était là un peu, mais quand même, c'était toujours assez primitif, toujours en noir et blanc. Donc, imaginez ce monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il va explorer, il va regarder de toutes les statistiques qui concernent la période 1861-1957, de quoi? C'est-à-dire, il va voir quelle est l'augmentation comment dire, quelle est l'augmentation en pourcentage des salaires d'une année à l'autre en fonction du taux de chômage. Les statistiques, naturellement, étaient disponibles, au moins relativement disponibles, et pour l'époque, quand même assez claires. Et regardez, c'est le tableau, la courbe de Phillips, c'est celle que vous avez dans le tableau ici, le A. Donc le A, il vous dit, regardez, sur l'axe vertical, c'est le changement dans les salaires d'une année à l'autre, et sur l'axe horizontal, c'est le pourcentage du chômage. Et qu'est-ce qu'il avait constaté? Il avait constaté que quand le chômage avançait, les salaires diminuaient. C'est à peu près ça que ça voulait dire. C'est intuitif, c'est normal de dire ça. Mais tout ça, donc, ça a été une belle révélation, cette courbe de Phillips, et là, ça lui donne beaucoup de notoriété. Naturellement, le résultat, c'est qu'il y a des années dans lesquelles ça n'a pas marché du tout. Par exemple, dans les années 70, on avait un haut taux de chômage et les salaires ne grandissaient pas nécessairement, ou encore ne diminuaient pas.
ou en fond, il n'y avait pas de relation entre les deux. Mais à part les années 70, qui étaient des années extraordinaires, apparemment, la logique dans la courbe de Phillips, c'est que si le taux de chômage est bas, c'est normal qu'on a des emplois qui sont offerts, et puis pour les remplir, ben, il faut augmenter le salaire. Ou encore pour garder l'employé, il faut augmenter le salaire. Tandis que si le chômage est très élevé, à ce moment-là, ben, les gens cherchent un emploi et puis les salaires sont plus bas. Vous avez ça, ces courbes-là, vous l'avez si vous regardez la liste des sites de référence, vous prenez le site 1 et il va vous montrer le graphique. Oui, c'est ça, exactement. Donc, le graphique que vous voyez ici, c'est vraiment celui de M. Phillips de l'époque. Donc, vous avez le taux de chômage et vous avez l'inflation, ou appelez l'inflation, parce que c'est l'inflation en réalité, le fait d'avoir un pourcentage d'augmentation des salaires. Donc, au lieu de parler de ce wage, salaire, on peut parler d'inflation. Donc, la courbe, elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'on a de l'inflation, plus on a de plein emploi. Moins il y a de chômeurs, plus les salaires montent, plus finalement ça finit pour créer de l'inflation. Donc ça, c'est la relation de la courbe. Est-ce qu'elle est populaire? Oui, elle est populaire, mais en même temps, il faut faire attention. Si vous lisez, par exemple, sur Internet, M. Powell a parlé de ça, puis tout ça, de cette courbe, est très notoire. Dans tous les livres d'économie, naturellement, il y a Phillips Curve et puis tout ça. À un certain moment, on a trouvé qu'il y avait quand même des défauts. C'est-à-dire, ça ne marchait pas à toute période. Entre une crise financière et une autre crise, ça ne marchait pas toujours, cette relation, mettons, dans le taux de chômage par rapport au changement de salaire. Donc, un autre monsieur, mais c'est un monsieur qui s'appelle Beveridge. Mais lui, ce n'est pas lui qui l'a fait la courbe. Ce sont des économistes qui ont pris ses études à lui et ont fait la courbe de Beveridge. Et c'est dans les années 80. Et regardez la courbe de Beveridge, qui est en quelque sorte plus réaliste. Parce que, regardez, il montre, c'est la relation entre en vertical le pourcentage d'emplois vacants, c'est-à-dire les compagnies recherchent des gens, mais il n'y a personne qui se présente pour combler la place, et le taux de chômage. Et là-dedans, il y a quelque chose de très intéressant. Il vous dit que, par exemple, si le taux de chômage est très bas, mais donc le nombre d'emplois vacants est grand, ça veut dire que l'économie est en expansion. Finalement, c'est une confirmation de cycle économique. On parlera dans une autre capsule du cycle économique qui a été inventé vers les années 1850, et puis inventé ou découvert finalement. Naturellement, quand vous avez un taux de chômage qui est élevé, le nombre d'emplois vacants est bas, mais ça peut arriver que, parce que le taux de chômage est élevé, mais il y a quand même un certain nombre, parce que la courbe elle est descendante comme ça, mais ça pourrait reprendre à remonter un peu. Quand on a un taux de chômage élevé, mais malgré cela, le nombre d'emplois vacants est élevé. Ça veut dire que, moi j'ai noté ici trouble, ça veut dire que le marché de l'emploi n'est plus à la hauteur pour combler les besoins de l'économie. Parce qu'il y a des changements technologiques, parce qu'il y a tellement de choses, et les gens ne sont pas recyclés pour assumer ces postes-là. Donc, c'est intéressant tout ça, parce que, à voir quand même, malgré tous ces défauts, mais la Beveridge est vraiment, à mon avis, plus intéressant que la courbe de Phillips. Mais ça, c'est personnel. Mais pourquoi, regardez, on parle toujours enfin, les économistes parlent de ces courbes? Parce que la Réserve fédérale américaine, comme la Banque centrale du Canada, elle a deux mandats. Elle doit tenir donc stabilité dans les prix, c'est-à-dire donc combattre l'inflation, la réduire à 2%, parce que pour eux, 2% c'est l'idéal, finalement, et naturellement, mais en même temps, garder l'emploi élevé autant que possible. Donc, concilier les deux, c'est un peu le travail finalement de la Réserve. Est-ce que c'est tout? En réalité, oui, ça c'est le mandat au Canada de la Banque centrale et aux États-Unis, officiellement, c'est ça le mandat. En réalité, le mandat de la Banque centrale américaine est plus compliqué que ça, parce que la monnaie, le dollar US, fait partie finalement des réserves mondiales, de réserves enfin d'argent,
dans les banques centrales. Et donc, finalement, c'est une monnaie de prêt, enfin, c'est une monnaie de référence pour les taux d'intérêt et tout. Donc, en augmentant les taux d'intérêt ici pour protéger la stabilité dans les prix et éventuellement conserver le taux d'emploi élevé, finalement, ça a des répercussions dans le monde entier qui peuvent être graves. Et justement, parce que les autres pays ont une monnaie qui se dévalue par rapport au dollar US si les taux d'intérêt montent aux États-Unis. Et donc, eux aussi sont obligés d'augmenter les taux d'intérêt pour défendre leurs devises. Mais en augmentant les taux, ça crée du chômage chez eux, et ainsi de suite. Donc, finalement, la Banque centrale américaine, elle peut ne pas être aimée beaucoup, simplement parce qu'elle fait le jeu, naturellement, du pays dans lequel elle se trouve, c'est-à-dire les États-Unis, comme la Banque centrale du Canada fait l'intérêt du Canada, comme les autres banques font l'intérêt de leur pays. Mais à cause de la immense puissance des États-Unis en termes de devises et de réserves mondiales, finalement, ça influence, avec certaines difficultés, les autres pays. Et on verra ce que tout ça, ça va donner. Mais le but finalement de cette capsule, c'est simplement pour vous introduire à la courbe de Phillips et à la courbe de Beveridge. Les sites Internet qui vous sont donnés sont simplement une référence pour vous. Petit conseil, quand vous regardez, très souvent, vous voyez Wikipédia et tout ça. Ben, Wikipédia, vous l'avez en anglais et vous l'avez en français. Est-ce que c'est bon de l'avoir en français, fait en France? Oui, c'est bien fait. Mais moi, personnellement, je dois vous dire, c'est beaucoup plus complet, à mon avis, du côté anglais. Mais est-ce qu'on doit obliger de lire ça en anglais? Non. Parce que si vous utilisez, par exemple, Chrome, le service Chrome, ben, le service Chrome, la plateforme Chrome, vous permet de le traduire en français. Et c'est immédiat. Donc, moi, je vous conseille de regarder les Wikipédia que nous, on vous donne, mais celle en anglais, mais vous mettez, si vous êtes sur Chrome, ça vous permet de les mettre en français. Je dois vous dire, je ne suis pas un grand connaisseur de toutes ces choses-là techniques, mais par exemple, à l'université, à mes étudiants, nous, on est obligés d'avoir tous des livres en anglais parce qu'en français, il n'y a rien comparativement à l'Amérique du Nord qui a un monde en soi différent de ce que ça peut être en France et ailleurs. Et donc, on n'a pas de livres français, on a des livres américains. Et puis, ces livres américains qui sont d'une envergure mondiale, ils sont utilisés dans toutes les universités de la planète. Eh bien, ces livres-là, par contre, moi, quand je projette le livre à mes étudiants, je le projette en français, parce que c'est le texte en anglais. Mais Chrome me le traduit instantanément en français. Est-ce que c'est bien traduit? Oui, parfois il y a des choses un peu cocasses là qui sortent dans la traduction, mais ça vaut vraiment la peine. Donc, conseil, quand vous avez quelque chose en anglais et ça vous dérange un peu de le lire en anglais, si vous êtes sur Chrome, il y a une clé en haut à droite là, dans laquelle vous permet de changer de l'anglais au français et ça vous donne énormément d'informations. Et une fois dit tout ça, voilà, c'est la fin de cette capsule. Bonjour, au revoir, à la prochaine.